dans des délais assez brefs, puisqu'il a été possible de superposer, on va dire, les différentes étapes des essais cliniques, mais il était clair dès le départ que, surtout par rapport à ces vaccins ARN, certaines réactions secondaires ont pu être observées, aussi bien immédiatement après l'injection du vaccin ou à distance. Ces réactions, pour la plupart, il faut dire, sont d'origine allergique. Donc là, vous voyez des réactions immédiates de type IgE, ce sont des réactions immunes de type allergique, mais dans les médias, il a été aussi observé quelques réactions qui n'ont rien à voir avec les réactions immunes, notamment avec des réactions de type choc vagal. À distance de l'injection, on a pu également observer des réactions de type allergique au niveau cutané, des réactions urticariennes, au niveau du site d'injection, mais même à distance, des réactions sériques, apparition de fièvre. Tout cela a pu être relaté et a été déjà connu depuis les essais cliniques. Mais en tout cas, sur le terrain, il ne fallait pas attendre énormément de temps pour voir apparaître les premières réactions allergiques observées. Ce fut le cas en Grande-Bretagne. C'était les premiers cas observés avec 2 personnes qui ont fait couler beaucoup d'encre puisqu'ils ont été énormément médiatisés. Et ce sont des patients qui ont réellement des antécédents d'allergie sévères, ces fameux patients qui ont toujours en permanence et à la portée de main ces fameuses seringues qui comportent de l'adrénaline pour une auto-injection. Des réactions allergiques assez sévères ont été observées et heureusement que l'évolution a été plutôt favorable. Ça s'est passé en Angleterre, pratiquement la même chose aussi aux États-Unis avec le vaccin de Pfizer. Et comme on va dire, par priorité, hein, c'est généralement des professionnels de la santé qui ont commencé à bénéficier de ces vaccins. Ce fut aussi 2 employés médicaux qui ont eu ce problème de réaction allergique. Dans l'une, s'il s'agissait d'une réaction anaphylactique chez quelqu'un qui n'a jamais eu d'antécédent d'allergie, alors que dans l'autre cas, c'est une personne qui avait déjà des antécédents d'allergie. Et toujours utile qu'il faut rappeler que l'évolution a été favorable aussi dans les 2 cas. Donc, au niveau des États-Unis, on va dire, les réactions ont été aussi énormément médiatisées. Et en tout cas, il était clair qu'il fallait suivre de près l'ensemble de ces réactions et on connaît le rôle joué dans ce contexte par le CDC qui va monitorer pratiquement tous les événements indésirables dans les réactions allergiques et tous les cas étaient répertoriés en parlant de réactions allergiques graves. On pouvait parler soit de réactions dites anaphylactiques, mais on incluait dans ces réactions allergiques graves des manifestations allergiques plutôt diffuses, avec plusieurs manifestations associées à des signes d'organes, notamment des signes cutanés associés à des signes respiratoires. Tout cela a été bien monitoré et pour avoir une idée sur l'importance et la fréquence de ces accidents de type allergique. Donc, c'était essentiellement au départ avec le vaccin de Pfizer, mais le vaccin de Moderna aussi a suivi on va dire, ce monitoring et c'est comme ça qu'on a pu également détecter quelques réactions anaphylactiques avec le vaccin Moderna, peut-être avec une fréquence moindre et une incidence estimée à 0,25 cas pour 100 000 vaccinations. Toujours utile qu'il y avait beaucoup plus de gens vaccinés avec Pfizer qu'avec le vaccin de Moderna aux États-Unis. En France, bon, il y a eu quand même un petit retard pour démarrer la vaccination, surtout de masse, mais il y a eu aussi des réactions allergiques dès le départ de la campagne de la vaccination. C'est des personnes ayant déjà reçu la première dose du vaccin. Et assez rapidement, il y avait 4 cas de réactions allergiques
qualifiée de sérieuse sur près de 500 000 personnes vaccinées et toujours une évolution qui était plutôt favorable, du moins aucun décès n'a pu être lié à un phénomène d'allergie grave. Le chiffre qu'il faut retenir d'une manière générale, hein, quand on pense à ces accidents allergiques graves, c'est un chiffre qu'on retrouve maintenant pratiquement dans la plupart des pays du monde, c'est une fréquence de 1 pour 100 000 doses administrées et non pas par patient vacciné. Donc 1 sur 100 000 doses administrées. Si vous rapportez cela en ratio par million de doses administrées, on atteint les 11,1 pour 1 million de doses administrées. C'est le chiffre officiel retenu par le CDC. Mais en tout cas, en restant sur cette estimation, ça reste des accidents qui restent rares. Ils sont estimés comme étant rares, mais c'est quand même 10 fois plus que ce qu'on rencontrait avec le vaccin contre la grippe. Puis je vous rappelle qu'avec le vaccin contre la grippe, le chiffre était à peu près de un accident allergique grave par million de doses administrées. Bien, donc dès le départ, et surtout avec la fameuse médiatisation de ces accidents, et bien sûr hein, la hantise et pour les personnes essentiellement qui étaient plus ou moins réticents par rapport à cette vaccination, il était clair que les premières recommandations pour les personnes allergiques étaient plutôt maximalistes, puisque selon la NHS, par exemple, il était question d'exclure toute personne ayant des antécédents allergiques connus à des médicaments, des aliments ou à des vaccins, particulièrement, bien sûr, les personnes qui avaient eu des réactions graves de type anaphylaxie. Donc, ce sont les premières recommandations. Le CDC a rapidement recommandé de ne pas injecter la deuxième dose aux personnes ayant déjà eu une réaction allergique, quelle que soit la sévérité à la première injection. Bien sûr, il fallait dans tous les cas vérifier les antécédents allergiques aux composants du vaccin avant de procéder à la vaccination. Mais j'insiste pour dire que c'est les premières recommandations qui ont été élaborées. Bien sûr, tout cela a été revu par la suite, certainement revu à la baisse, parce qu'on a déjà commencé à comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, on est face à de nouveaux vaccins, on est face à de nouveaux mécanismes, on va dire, de stimulation immunitaire, mais on est face à des vaccins dont on connaît beaucoup mieux la composition, et c'est la chose la plus importante, parce que généralement, il n'est pas question d'être allergique à l'ensemble du vaccin lui-même, mais c'est un phénomène immunitaire très, très spécifique qui, bien sûr, va concerner un ou plusieurs des composants bien définis qu'on va retrouver au niveau de ces vaccins. Alors, qu'est-ce qui serait à l'origine de ces réactions allergiques, notamment au niveau des nouveaux vaccins anti-Covid? On sait actuellement que ce sont des substances allergisantes qui se trouvent ou qui font partie de la composition de ces vaccins, comme par exemple la présence de polyéthylène-glycol, le fameux PEG, qu'on retrouve dans les vaccins de Pfizer et de Moderna aussi, mais aussi le polysorbate qu'on retrouve dans le vaccin d'AstraZeneca. Donc, ce sont des substances qu'on connaît, ce sont des substances qui sont identifiées comme étant des substances allergisantes et on sait que ce sont ces substances-là qui sont à l'origine des accidents allergiques. Alors, pour le polyéthylène glycol, en fait, c'est une substance chimique qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'il est utilisé de façon assez commune dans la composition de certains médicaments comme étant un fluidifiant. Il rentre dans la composition comme étant un excipient de plusieurs médicaments injectables. Vous voyez qu'il y a plus de 4000 médicaments répertoriés qui contiennent dans leur composition ce fameux PEG. Et puis, il est aussi utilisé en laboratoire, notamment de produits de cosmétiques, et qui rentre aussi dans la composition de ces produits-là. Il rentre également dans la composition de préparation
laxatif pour préparer un malade à une coloscopie. Et bien sûr, il a été identifié comme étant un des constituants allergisants qui se trouvent dans les nouveaux vaccins à ARN. Alors, pourquoi ARN? Parce que, justement, la vaccination à ARN s'est heurtée assez rapidement à un gros problème, parce que cet ARN messager est très, très, très fragile. Il est question d'essayer de le conserver pour pouvoir, justement, l'introduire au niveau de la cellule. C'est ce qui a été fait en l'intégrant dans cette fameuse capsule ou nanocapsule lipidique, et pour avoir le temps de pouvoir le libérer à temps au niveau de la cellule, la présence de polyéthylène glycol, là, cette molécule chimique, était pratiquement indispensable, sinon l'ARN messager risquait d'être libéré avant même d'atteindre le cytoplasme de la cellule. Donc, c'est quelque chose d'important dans, même le mécanisme, on va dire, qui a été utilisé pour avoir le bénéfice escompté de ces vaccins à ARN messager. En tout cas, là, il est important de revoir pratiquement pour l'ensemble de ces vaccins, bien sûr, la composition exacte. Il faut voir dans les détails toutes les molécules qu'on peut retrouver dans n'importe quel vaccin qui pourrait être utilisé contre la COVID. Et là, vous voyez que les excipients de Pfizer, du vaccin de Pfizer, sont assez nombreux, mais ne regardez que ce qui est en gras, parce que parmi ces excipients, ils sont nombreux, il n'y a que le polyéthylène glycol qui a été étiqueté comme étant une substance allergisante. Il faut aussi noter sur la dernière colonne qu'à travers les essais cliniques, il n'y a pas eu de réaction anaphylactique attribuée au vaccin. Bien sûr, ça reste des essais cliniques et bien sûr qui vont porter sur un nombre relativement réduit par rapport à une vaccination de masse. Et quand on vaccine un grand nombre au niveau de la population, c'est là où on risque d'avoir apparaître ces réactions allergiques. Donc, avec le vaccin de Pfizer, le polyéthylène glycol est là, il est à l'origine des réactions allergiques. Avec le vaccin de Moderna, on retrouve également le polyéthylène glycol dans la composition, bien sûr, de ce vaccin, mais on retrouve aussi la trométamine. Alors, la trométamine, c'est aussi le trométamol qu'on retrouve dans la composition d'un produit qu'on utilise, un produit de contraste, notamment que les radiologues connaissent très bien parce que c'est le produit de contraste qui est utilisé pour les IRM. En tout cas, donc pour le vaccin de Moderna, les réactions allergiques sont dues à la présence de polyéthylène glycol, mais aussi à la présence également de la trométamine. Et donc, c'est un élément important à considérer. Alors, pour le reste des vaccins, c'est aussi la même chose. On va voir ce qui se passe dans la composition du vaccin d'AstraZeneca et on se rend compte qu'il n'y a pas de PEG, mais il y a ce polysorbate 80 qui est étiqueté comme étant une substance allergisante. Donc, avec AstraZeneca, avec le vaccin d'AstraZeneca, c'est la présence de polysorbate qui est à l'origine des réactions allergiques qui ont été observées sur le terrain. Encore une fois, parce que sur les essais cliniques, il n'y avait pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de réaction anaphylactique rapportée. Alors, juste sur la ligne suivante, c'est un vaccin qui ne nous concerne pas puisqu'il n'est pas disponible en Tunisie, mais en tout cas, il faut le connaître, c'est le vaccin indien, c'est le Bharat, et il n'y a pas assez de données explicatives sur la réelle composition, sur les excipients qui existent dans ce vaccin, toujours utile qu'il n'y a pas eu de réaction allergique relatée au niveau des essais cliniques. Sputnik, ça nous intéresse puisque Sputnik est parmi nous. Dans le vaccin de Sputnik, il y a du polysorbate 80. Donc, il y a une substance allergisante qui est susceptible d'entraîner
une réaction allergique, encore une fois, même si ça n'a pas été relaté au niveau des essais cliniques. Alors, il y a d'autres vaccins russes. Bon, je ne vais pas m'attarder, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure. Par contre, on va aller chez les Chinois, puisque on a parmi nous le Sinovac, le vaccin Sinovac. Ben, c'est le vaccin classique, hein, c'est le vaccin avec un virus atténué, dont on connaît la composition. Et là, vous voyez que aucune de ces substances qui font partie de ces excipients n'a été étiquetée comme étant une substance allergisante. Et là aussi, il n'y a pas eu d'effet relaté au niveau des essais cliniques qui seraient de nature allergique. Je dirais pratiquement la même chose pour les autres vaccins chinois, même si on ne les a pas. Mais en tout cas, en Chine, il y a d'autres types de vaccins, qu'ils soient de type vaccin atténué ou adénovirus recombinant. Mais il semble que ces vaccins chinois ne soient pas réellement très concernés par les réactions allergiques. Donc, la chose est claire, ce sont des vaccins qui potentiellement peuvent entraîner des réactions allergiques. Ces réactions allergiques ne sont pas en relation avec la globalité du vaccin, mais bel et bien, ce sont des réactions qui sont en rapport et de façon très intime avec la présence de substances bien identifiées. Donc, cela est actuellement bien connu. C'est ce qui nous a permis, c'est ce qui a permis pratiquement tous les pays à revoir autrement la stratégie de vaccination, la stratégie de prévention des réactions allergiques et surtout la meilleure prise en charge. Et j'ai le plaisir maintenant de céder la main à mon ami le professeur Bachir Louzil qui nous parlera de la prise en charge de ces réactions allergiques et de ce qui ressort de plus important sur les recommandations. La parole est à toi, Bachir. Juste 2 secondes pour que je puisse arrêter le partage de mon écran. Merci, Hichem. Je tiens et bonjour tout le monde à l'occasion de cette réunion qui était prévue au début en présentiel, mais Covid oblige. Donc, ça sera donc en webinaire et c'est toujours un plaisir de se retrouver. On tient à remercier aussi le laboratoire Théréac pour cette opportunité qu'ils nous ont donné de discuter de la réaction allergique. Je m'adresse aussi à l'assistance. S'ils ont des questions par rapport, que ce soit à ce que vient de présenter le professeur Arwina ou par rapport à ce qui va suivre, vous pouvez envoyer vos questions et on aura des questions déjà en troisième partie et on pourra aussi réserver du temps par rapport à d'autres questions si elles n'ont pas été prévues dans notre présentation. Hichem, je pense qu'il a bien mis les choses dans leur contexte en rapportant la réaction allergique comme étant présente avec un certain nombre de vaccins et les constituants ou les produits qui sont à l'origine de cette réaction. Donc, il en découle des recommandations et on en voit de plus en plus de recommandations par rapport à la prise en charge de ces réactions allergiques. Tout d'abord, soyons un peu pratiques et revenons déjà au b.a.-ba de la vaccination et des mesures obligatoires pour prendre en charge une personne qui ferait une réaction allergique. Et on sait que dans les centres de vaccination, ça a été prévu et on sait que obligatoirement les malades quand ils viennent, et on a tous assisté à ça, parce que nous, médecins, on a déjà eu l'expérience de se faire vacciner par le Covid, on arrive, on nous reçoit, on prend le vaccin, et puis à une quinzaine de minutes d'attente, voire plus, en fonction de la situation. Et il y a du personnel paramédical et médical qui est présent sur place, qui connaît la prise en charge de la réaction anaphylactique et qui connaissent les règles et ça permet donc à ces personnels de santé de prendre de la meilleure façon les éventuelles réactions
qui peuvent se voir qu'elles soient allergiques ou autres. Alors, en petit rappel, on n'apporte rien en disant que le plus important, c'est la prise en charge de l'anaphylaxie, parce qu'on sait que sa prise en charge, c'est la rapidité de la prise en charge qui va conditionner le pronostic. Et donc, habituellement, après l'administration du vaccin, quand on voit apparaître des signes classiques de l'anaphylaxie, à savoir de manière aiguë, quelques minutes, c'est rare que ce soit quelques heures après, en moins de 6 heures, on va avoir une atteinte cutanéo-muqueuse de type urticarienne. Et cette urticaire, au moins, il est associé à un des éléments suivants, une atteinte respiratoire ou alors une hypotension ou carrément une mauvaise, qui est en rapport avec une mauvaise perfusion des organes. Donc, on va avoir atteinte cutanéo-muqueuse associée à une atteinte respiratoire ou une hypotension artérielle. Quelquefois, on a des signes gastro-intestinaux persistants. Là, il ne faut pas hésiter, il faut aller de l'avant. Bien sûr, alors, on va mettre le malade en position adaptée en respectant la position du confort du patient. S'il y a une dyspnée, on va le mettre en position demi-assise. S'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique, on va le mettre en décubitus dorsal avec les jambes surélevées. Et s'il y a des troubles de la conscience, on le met en position latérale de sécurité. Alors, maintenant, on va injecter l'adrénaline. On sait qu'il y a les autoseringues qui sont prêtes à l'emploi et il y a deux présentations. Une présentation à 0,3 mg pour les adultes et une présentation à 0,15 mg pour les moins de 30 kg et les enfants. Et cette injection d'adrénaline pour la seringue pré-remplie se fait au niveau de la face latérale-externe du tiers moyen de la cuisse. Si on n'a pas la seringue pré-remplie, ça c'est essentiellement à usage personnel, dans les centres, les personnels médicaux disposent de l'adrénaline. La dose qu'on donne, c'est 0,01 mg par kilo sans dépasser les 0,5 mg. C'est-à-dire pour quelqu'un qui pèse à 60 kg, on va donner 0,5 au maximum. Et pour un enfant, on va donner 0,15. C'est à peu près les doses de la seringue pré-remplie. Voilà un peu un petit rappel par rapport à cette anaphylaxie qui peut survenir. Et tout patient présentant une anaphylaxie doit être hospitalisé pour surveillance, même en cas de régression rapide des symptômes. Après ce rappel de la prise en charge de l'anaphylaxie, quelles sont les contre-indications absolues au vaccin ARN? Et comme l'a déjà bien exposé Hichem, quand on a toute personne a déjà présenté une réaction dans les 6 heures suivant une première injection au vaccin, tels qu'un bronchospasme, une anaphylaxie, urticaire généralisée, ou ayant des antécédents d'allergie immédiate à l'un des composants du vaccin, en particulier au PEG et polysorbate, qui sont les deux principaux constituants à l'origine des réactions allergiques des vaccins anti-Covid. Quand on sait que le patient, soit il a fait une réaction à ça, soit il est connu allergique au polyéthylène ou au polysorbate, donc on ne va pas, il y a une contre-indication aux vaccinations par le vaccin ARN. Là, j'ai rapporté un peu le schéma qui est les recommandations de la Société française d'allergologie, la Fédération française d'allergologie, et donc par rapport aux grandes lignes et aux recommandations concernant la contre-indication. Et là, on retrouve toujours, quand on a des antécédents d'allergie à des composants du vaccin, en particulier le PEG ou le polysorbate, et même s'il y a des réactions croisées, parce qu'on sait qu'il y a des réactions croisées entre le polysorbate et les polyéthylène glycol, c'est contre-indiqué de le vacciner. Et il faut l'adresser en allergologie pour voir confirmer cette contre-indication et éventuellement surseoir ou proposer un autre vaccin. Quand il y a des antécédents de réaction immédiate à une première injection d'un vaccin ARN messager, même chose, c'est contre-indiqué, parce qu'on a fait déjà la réaction. Et quand il y a des antécédents de réaction immédiate, un autre vaccin ou un médicament non identifié. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique ou une réaction importante, soit un vaccin, donc un produit injectable qui n'est pas connu, ou un produit qui n'est pas connu, là aussi on sursoit, on le reste à l'allergologue. L'allergologue, par son enquête, par les tests, il va savoir si il s'agit du PEG, du polysorbate,
et auquel cas il va surseoir, donc il va contre-indiquer le vaccin, ou c'est en rapport avec autre chose, et auquel cas on peut proposer de faire le vaccin dans certaines conditions. Alors, pour les antécédents, tout autre antécédent allergique, la vaccination, elle se fait normalement. Je détaillerai un peu plus. Donc, je ne reviens pas. Les recommandations, c'est inspiré des recommandations françaises. Et ce que j'ai bien aimé dans ces recommandations, c'est qu'on va dans les détails. En fait, les détails, c'est des questions qu'on nous pose régulièrement par rapport à ces réactions allergiques qui peuvent survenir ou qui ont des antécédents chez des patients et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Donc, ça, c'est des recommandations de l'hôpital tenant et qui tiennent compte des recommandations de la Fédération française d'allergologie. Donc, je ne reviens pas quand quelqu'un il a une allergie à un des composants du vaccin, notamment les composants allergéniques, le polyéthylène glycol, ou alors une réaction croisée avec le polysorbate. Là, il y a une contre-indication à la vaccination. La même chose quand quand on a fait déjà la réaction allergique au vaccin. Donc, on ne va pas faire une autre dose, c'est clair. Maintenant, quand il y a eu une réaction immédiate, donc de type allergique, à un autre vaccin, ce qu'on avait dit tout à l'heure, non Covid, ou un médicament injectable, on va surseoir à la vaccination dans le centre et on va prendre l'avis de l'expert et l'enquête allergologique. L'enquête allergologique, le but pour savoir est-ce qu'il y avait du PEG ou d'autres composants, ou le polysorbate, par exemple 80, s'il s'agit du vaccin Astra, du vaccin Moderna, ou de polysorbate s'il s'agit du vaccin Astra. Donc ça, c'est donc pour étayer et approfondir l'enquête allergologique. Et on fera par la suite, on décidera si le patient peut prendre le vaccin ou pas. Maintenant, s'il y a des réactions retardées, c'est-à-dire ce n'est pas des réactions immédiates de type anaphylactique, médicamenteuses, telles qu'une toxidémie, même grave, le syndrome de Lyell, la vaccination se fait normalement. Il n'y a pas de risque de choc anaphylactique. Il n'y a pas lieu de le faire attendre plus que 15 minutes. Maintenant, quand il y a des allergies à un médicament oral, notamment quand il s'agit d'urticaire, d'angioedème, la vaccination se fait normalement. Quand il y a la notion d'une anaphylaxie par rapport à un médicament oral connu, la vaccination, il n'y a pas de contre-indication parce que l'on connaît le composant du vaccin qui entraîne l'allergie. La vaccination se fait normalement. La seule différence, on le laisse attendre un peu plus, 30 minutes. Certains préconisent aussi dans certaines recommandations, quand on a des antécédents d'anaphylaxie confirmés par rapport à un autre produit, et comme donc c'est un terrain allergique, entre guillemets, qui peut faire d'autres réactions anaphylactiques, c'est peut-être bien de les faire vacciner dans les centres hospitaliers et toujours tenir compte, allonger un peu plus le temps d'attente. Les réactions retardées, toxidermie, etc., même graves, la vaccination se fait normalement. Là, le délai d'attente, c'est 15 minutes. Quand il y a des facteurs, des antécédents familiaux allergiques, y compris l'anaphylaxie, la vaccination se fait normalement et l'attente, c'est 15 minutes. Rhinite, conjonctivite allergique, l'asthme allergique en lui-même au pneumallergène, il n'y a pas de contre-indication au vaccin. Donc, la vaccination se fait normalement et l'attente, c'est 15 minutes. S'il y a des antécédents d'anaphylaxie, et donc là, il n'y a pas de contre-indication au vaccin, mais il vaut mieux le faire dans un milieu qui peut médicalisé, enfin, du milieu hospitalier, et peut-être l'attente, elle peut aller jusqu'à 60 minutes. Maintenant, pour l'eczéma de contact, urticaire ou angioedème chronique, angioedème avec bradykinite, les mastocytoses sans antécédent de réaction anaphylactique, la vaccination se fait normalement. L'allergie au latex, quand on est, c'est une réaction locale, urticaire, angioedème, eczéma, vaccination normale et attente 15 minutes. Quand il y a eu des antécédents d'anaphylaxie au latex, la vaccination se fait normalement, mais l'attente, elle se fait un peu plus, parce que là, on risque par rapport à la réaction anaphylactique. L'allergie au venin d'hyménoptère, c'est autre chose aussi. La vaccination se fait normalement. Si on a fait une anaphylaxie par rapport au venin d'hyménoptère, l'attente, c'est un peu plus, mais la vaccination se fait normalement. Même chose pour l'allergie alimentaire. Si c'est une allergie qui n'est pas grave, type syndrome oral, urticaire, eczéma, la vaccination se fait normalement. La surveillance, c'est 15 minutes. Quand c'est une anaphylaxie, la vaccination se fait normalement et l'attente, c'est un peu plus. Donc, le principe, réaction allergique par rapport au vaccin, et c'est une anaphylaxie à l'occasion de la première dose.
La deuxième dose, on ne vaccine plus par ce vaccin et la deuxième dose, elle est contre-indiquée. On a des antécédents d'anaphylaxie. Des antécédents d'anaphylaxie aux produits, aux dérivés du vaccin connu, le PIG et le polysorbate. Là, on sursoit, on contre-indique le vaccin qui contient ces produits. Maintenant, quand on a une anaphylaxie, un vaccin anaphylactique grave, pour un médicament qu'on ne connaît pas, ou pour une injection qu'on ne connaît pas, ou pas un vaccin qu'on ne connaît pas sa constitution, là, il faut approfondir l'enquête allergologique pour contre-indiquer. Pour tout le reste, les réactions, qu'elles soient locales, ou qu'il y ait une réaction anaphylactique à un produit ou un médicament ou un aliment, et qui est, même si elle est confirmée, elle ne contre-indique pas la vaccination, elle demande peut-être un peu plus de surveillance dans des conditions médicalisées s'il le faut, mais il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Je crois que ce tableau a bien résumé par rapport aux contre-indications. Alors là, je rapporte les recommandations de la Fédération suisse d'allergologie. Il a fait les trois bandes. Le vert, c'est feu vert, on peut vacciner. Le jaune, sursoir et réfléchir. Et le rouge, c'est contre-indiqué. En fait, c'est quoi le vert? Le vert, si on a une allergie alimentaire ou à des aéroallergènes, au venin, ou à des médicaments parentéraux, ou à des médicaments non identifiés avec réaction purement cutanée, quand on n'a pas dépassé le général, l'anaphylactique, antécédents familiaux d'allergie, tout ça, le vaccin peut être administré. Donc là, c'est clair. Le jaune, c'est ce qui correspond soit à une anaphylaxie importante, un produit qu'on ne connaît pas, soit un terrain d'anaphylaxie idiopathique, là, ou alors la mastocytose cutanée, les tryptase basale, l'urticaire localisée aussi de la première dose de vaccin ARN. Donc, c'est des situations qui nous amènent à réfléchir et à poser, et à savoir, réfléchir, c'est quoi? C'est dire, est-ce que le vaccin qui a été injecté ou les vaccins proposés risquent d'entraîner une réaction anaphylactique ou pas? Et le plus souvent, si c'est des réactions qui ne sont pas en rapport avec le PIG ou polysorbate, habituellement, donc, la vaccination, elle est faite. Et sans qu'il y a des antécédents d'anaphylaxie antérieure, on prolonge un peu plus la surveillance pendant 30 minutes au moins. Et puis, les contre-indications, c'est les mêmes contre-indications qu'on vient de citer. Alors, le tableau de la World Allergic Organization en 2021, alors c'est le même tableau, c'est pratiquement une traduction du tableau suisse. En vert, donc les allergies, les petites allergies ou les allergies alimentaires ou les allergies cutanées ou pneumallergènes ou les urticaires ou des réactions qui ne sont pas systémiques, là, il n'y a pas de contre-indication. Maintenant qu'il y a des réactions, le jaune, quand il y a des réactions allergiques, anaphylactiques, mais à autre chose, on réfléchit et on voit si les constituants sont impliqués ou pas. Et puis en rouge, c'est ce qui est contre-indiqué. Alors, donc, le CDC aussi, donc l'approche, elle est à peu près la même. Dans ses recommandations, c'est qu'en Amérique, c'est essentiellement 3 vaccins. C'est le Pfizer, le Moderna et l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson qui est actuellement arrêté, et l'AstraZeneca aussi qui est actuellement arrêté. Alors, donc, leur recommandation, la contre-indication, c'est la réaction allergique sévère, anaphylactique notamment par rapport au vaccin Covid, ou une réaction en rapport à un composant connu, à un composant du vaccin. Et là, je reviens au polysorbate. Alors, les précautions à prendre, c'est un peu les cases jaunes quand on a des antécédents de réaction allergique ou quand on a fait une réaction à un produit indéterminé. Et voilà. Et la vaccination, on la prolonge à 30 minutes quand il y a des antécédents d'anaphylaxie. Et elle est uniquement de 15 minutes pour toute personne. La Fédération française d'allergologie recommande que seules les personnes ayant déjà fait une réaction sévère après un vaccin ou un traitement injectable devront consulter un allergologue au préalable ou le signaler à leur médecin traitant. Les personnes présentant des allergies médicamenteuses, alimentaires ou respiratoires, telles qu'au pollen acarien, etc., même dans les formes sévères, peuvent être vaccinées. Il n'y a pas à approfondir plus que ça l'enquête allergologique. Voilà ce que j'avais à dire par rapport aux principales recommandations qui existent actuellement par rapport à la vaccination anti-Covid. Et je te cède la parole, Hichem, si tu as, par rapport à cette interaction, questions-réponses. Merci beaucoup, Béchir. Merci d'avoir fait le tour
L'ensemble des recommandations, vous voyez que le monde entier a travaillé dur, hein, et même sur les détails pour essayer d'avancer sur ce problème potentiel d'allergie au vaccin, en sachant que réellement le vaccin, c'est notre seul salut à tous, hein, pour essayer d'endiguer et de nous débarrasser de cette pandémie. Toujours est-il, Bachir, que ce qui se passe sur le terrain et en particulier en Tunisie est tout autre. Et malheureusement, ça fait quelque temps qu'on a commencé la campagne de vaccination et on se rend compte qu'il y a des centres de vaccination qui n'hésitent pas à renvoyer des malades, hein, qui ont eu leur rendez-vous pour se faire vacciner. Alors on les renvoie parce qu'ils seraient allergiques à la pénicilline. Et ce n'est pas mon ami Merim Jid qui va me contredire. C'est une remarque dont elle nous a fait part et je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'autres gens. Donc, moi, je poserai le problème autrement, Béchir, parce que réellement, il faut aller rassurer les confrères, mais aussi, il faut peut-être aller intervenir même au niveau de la stratégie nationale de vaccination, parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui restent encore floues, qui concernent justement des questions courantes qui se posent par rapport à ces patients allergiques. Alors, justement, on va aller peut-être sur cette thématique pour que tu puisses nous éclairer un peu plus sur notamment les personnes qui ont une allergie médicamenteuse, hein, parce que oui, il y a des personnes qui ont des allergies médicamenteuses, il y a des personnes qui ont des allergies au vaccin. Qu'en est-il? Est-ce que réellement ils ont la possibilité d'avoir les idées claires? Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas acceptés parce que juste ils parlent d'une réaction allergique ou d'une allergie connue à la pénicilline. Et on sait tous que parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas allergiques à la pénicilline. Donc, est-ce que tu as des éléments de réponse sur ce premier chapitre qui concerne les allergies médicamenteuses et aux allergies au vaccin? J'aime. Je pense que c'est la partie, peut-être, c'est là où les questions reviennent, c'est là où on est sollicité, on n'arrête pas d'être sollicité par rapport à ces allergies médicamenteuses et l'impact par rapport à la vaccination du Covid. Tout ce que je peux dire, c'est que les personnes ayant une allergie à la pénicilline, elles peuvent se faire vacciner. Et puis, dans les composantes des vaccins, il n'y a pas de pénicilline. Donc là, on le sait. Donc, vous l'avez bien dit. Donc, que ce soit le Pfizer, le Moderna, ou l'AstraZeneca, ou le Janssen qui a la même en Tunisie, qui n'est pas encore commercialisé, ou le Sputnik, il n'y a pas de pénicilline, ou le Sinovac, il n'y a pas de pénicilline, donc il n'y a pas de risque. On est allergique à la pénicilline. Si on a fait un choc anaphylactique à la pénicilline, et ben, on doit prendre les précautions, rester un peu plus une demi-heure dans le site après la vaccination, mais il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Et bien sûr, il existe un nombre non négligeable de personnes considérées allergiques à la pénicilline, mais surtout beaucoup de gens qui sont dits allergiques à la pénicilline et qui ne le sont pas. C'est juste une réaction cutanée mineure et qui ne signifie pas systématiquement une allergie. Les personnes souffrant d'allergies multiples aux antibiotiques peuvent-elles recevoir un vaccin COVID-19 en restant dans le même esprit? Oui, une personne ayant des antécédents d'allergie à la pénicilline ou d'allergie à un autre antibiotique peuvent être vaccinées s'ils ont des antécédents convaincants d'anaphylaxie. Ils doivent être observés pendant 30 minutes. Je dis toujours la même chose par rapport, parce qu'il y a toujours un risque de potentiel d'anaphylaxie. Donc, il faut qu'il reste 30 minutes. Alors, et là, surtout, alors là, les gens qui font beaucoup de réactions allergiques aux médicaments, qui se disent allergiques à plusieurs médicaments, notamment des médicaments injectables et plusieurs médicaments, là, il faut craindre l'allergie au PEG parce qu'il rentre dans les constituants de pas mal de produits injectables. Et à ce moment-là, s'il y a des doutes par rapport à l'allergie au PEG, là, il faut s'orienter vers l'allergologue pour essayer de voir si c'est une allergie authentique ou pas au PEG. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce n'est pas une contre-indication, puisque ces composants aspirine et ANS ne sont pas présents dans le vaccin.
Et pour information, lors d'une allergie à l'aspirine et aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, les réactions sont très spécifiques dans des contextes particuliers, avec un mécanisme de réaction un peu différent de l'allergie tel qu'on le connaît. Ça, on le connaît par rapport à nous, le syndrome de Vidal, et on le connaît par rapport à la polypose naso-sinusienne et l'intolérance à l'aspirine. Donc, ce n'est pas un problème d'anaphylaxie. Cela se traduit le plus souvent par un œdème des paupières ou des lèvres, des rougeurs au visage, une sensation de serrement de la gorge et parfois des crises d'asthme. Donc, ça n'a rien à voir avec la manifestation systémique de l'anaphylaxie. Ce n'est pas une contre-indication à la vaccination contre le Covid. Un vaccin antigrippal, peuvent-ils se faire vacciner contre le Covid? Oui, Hichem l'a dit tout à l'heure, les composants qui sont allergiques dans le vaccin de la grippe, c'est les œufs de poulet, l'œuf de poulet. Donc, on n'est pas dans la situation ni du PEG, ni du polysorbate, ni d'autres dérivés qui sont à l'origine de cette réaction anaphylactique. Et puis, alors, est-ce que si je suis allergique à un des composants du vaccin du Covid, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Là, c'est clair, les personnes ayant des antécédents d'anaphylaxie inexpliquée à un médicament injectable non identifié doivent retarder la vaccination et il faut faire l'enquête. Et puis, si on est allergique aux produits, à l'un des produits qui sont contenus, notamment le PEG, là, la vaccination est contre-indiquée. Alors, une personne qui a une réaction à la première dose de vaccin peut-elle recevoir une deuxième dose? Là, les choses sont très claires. S'il a fait une réaction anaphylactique au vaccin, c'est que donc là, le vaccin en question est à l'origine de cette réaction et il ne faut pas donner, ce sont donc la deuxième dose, comme une anaphylaxie confirmée à une première dose d'un vaccin COVID-19, ne doivent pas recevoir une deuxième dose de ce type de vaccin. Et là, le rôle, on va surseoir à la deuxième vaccination, on ne va pas la faire par le même vaccin. On revient à la composition du vaccin. Quel est le produit qui est à l'origine de l'allergie? Et est-ce qu'il y a dans les vaccins disponibles qui peuvent être injectés éventuellement? Et là, on sait que, vous le savez tous, qu'il y a des essais qui sont en train d'être faits par rapport à des croisements de vaccins pour voir est-ce qu'on peut avoir une bonne immunité en mélangeant des types de vaccins d'origine différente et probablement donc de compositions différentes et éventuellement donc ils peuvent prendre la main pour un éventuel rappel par un autre vaccin. Alors, et pour finir avec ces possibilités de réaction allergique, donc quand on sait qu'on est allergique, quand on a fait la réaction au vaccin, là le problème ne se pose pas, c'est éventuellement une réaction PEG. Quand on est devant une situation où on doute que le patient est probablement allergique au PEG ou au polysorbate. Et là, on va notamment par l'utilisation par rapport à ces produits qui sont largement utilisés en cosmétique, en tant que et qui sont utilisés dans pas mal de constituants de médicaments injectables et de préparation, notamment pour comme on l'a dit, pour la préparation pour la coloscopie, etc. Donc, si on a des doutes par rapport au risque d'une allergie au POG, elle doit être suspectée chez les personnes qui vont signaler ça, et ces personnes ne doivent pas recevoir le vaccin, et on doit faire des explorations pour infirmer ou confirmer l'allergie au PEG, et je reviendrai. Alors, je reviendrai donc par rapport à l'allergie au PEG. Et sachez qu'il y a un certain nombre de médicaments ou de préparations disponibles sur le marché, dont certaines sont disponibles du moins sur notre marché, qui peuvent être utilisées dans des centres spécialisés qui ont l'habitude de faire les allergies médicamenteuses et pour étudier donc par des prics ou des IDR qui vont se faire avec des dilutions pour infirmer ou confirmer. Et là, vous avez par exemple le polysorbate 20, le xolaire en contient. Donc, quand on fait le test avec le xolaire, on peut en faire. Pour le PEG, par les produits le Colopeg ou d'autres produits de préparation qui contiennent le polysorbate 80, voilà, des médicaments ou des produits ou des préparations qui peuvent en contenir. Et là, à la fin, c'est marqué le trumétamol. Le trumétamol, il est dans le vaccin Moderna,
Moderna, pour le moment que nous n'avons pas, le vaccin ARN, contient en plus du PEG, il contient du trométamol. Et le trométamol, on peut le retrouver dans les produits de contraste de l'IRM qu'on utilise pour l'IRM. Donc, les gens qui ont une réaction aux produits de contraste de l'IRM ou au trométamol ne peuvent pas recevoir le vaccin Moderna, nous on ne l'a pas, et donc une façon donc, de le savoir, c'est par rapport aux produits de contraste de l'IRM. Alors voilà, donc j'ai répondu, je crois, à la question qui suit. Par rapport, quand on a des antécédents d'anaphylaxie avec un produit de contraste intraveineux, est-ce qu'on peut recevoir un vaccin Covid-19? Oui, il devrait recevoir le vaccin, sauf l'agent de contraste à base de gadolinium, GBCA, qui est utilisé pour l'IRM. Cela ne doit pas recevoir le vaccin de Moderna, parce que le vaccin de Moderna, il contient voilà. Et comme pour tous les patients, quand on a fait une anaphylaxie, même si le vaccin n'est pas contre-indiqué, on doit prendre la précaution de rester un peu plus parce qu'on est potentiellement capable de développer une réaction anaphylactique. Voilà, Hichem, je ne sais pas si tu as d'autres remarques par rapport aux médicaments. Et c'est clair que les réactions allergiques les plus sévères ont toujours été liées, notamment à l'anaphylaxie, notamment l'anaphylaxie, elle a été toujours liée à l'utilisation de médicaments, mais aussi, comme on l'a dit, au vaccin. Mais l'anaphylaxie, c'est aussi des réactions qu'on voit souvent avec les allergies alimentaires, avec toutes les réactions croisées qu'on peut voir. Ça crée quand même une certaine angoisse chez les patients qui ont de l'allergie alimentaire, qui ont déjà eu des réactions graves. Comment peut-on les rassurer, Béchir? Alors, les allergies alimentaires et vaccinations, ben, les patients qui ont des antécédents d'anaphylaxie à un aliment spécifique peuvent-ils se faire vacciner? C'est un peu ça la question, Richard. Oui, oui. Oui, les personnes qui signalent une allergie alimentaire immédiate ou les allergies alimentaires et l'intolérance alimentaire retardée dans l'IGE peuvent tous se faire vacciner. Seules les personnes ayant des antécédents avérés d'anaphylaxie doivent attendre, comme j'ai dit, un peu plus. Donc, on est allergique à un aliment, on est allergique à un pneumallergène, ou on est allergique alimentaire, ou allergique même, donc on parlerait par rapport au domaine immunitaire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus. On prend juste les mesures prises pour toute personne qui a fait une réaction anaphylactique, c'est-à-dire qu'elle doit rester un peu plus attente pendant 30 minutes après la vaccination. Alors, en cas d'allergie croisée, il n'y a pas d'incidence sur la vaccination non plus. De même, avoir une ou des allergies alimentaires, œufs, cacahuètes, etc., au pollen, poils y compris, sévères, n'empêche en rien à se faire vacciner contre le Covid-19. Là, par rapport à… Donc, Alors maintenant… là aussi, dans le petit questionnaire qui est fait systématiquement chez les patients qui se présentent au centre de vaccination, l'une des questions qui est aussi posée, est-ce que vous avez de l'allergie alimentaire? Et malheureusement, pour peu que les gens répondent oui, on a eu un petit problème avec tel ou tel aliment, là aussi, les gens ils sont renvoyés et ne sont pas en train de bénéficier de leur vaccination. Encore une fois, moi, je pense qu'il est important. Où est-ce qu'il faudrait… La société, notre société Oh, de c'est important. dermatologie devrait se prononcer assez rapidement et essayer de faire part de ces recommandations, on va dire, parce que au niveau de la stratégie, c'est quand même pas normal de condamner un grand nombre de gens. L'allergie, c'est un problème assez commun. C'est pratiquement un Tunisien sur trois qui en a de façon plus ou moins marquée. Est-ce que ces gens-là, on va les écarter? Je ne sais pas. Il va falloir se prononcer assez rapidement. Et puis, Béchir, le problème peut toucher à d'autres contextes d'allergie, qu'elles soient des allergies respiratoires, bien sûr, mais aussi des allergies réputées pour donner également des chocs anaphylactiques, comme les piqûres d'insectes, comme le venin des hyménoptères. Alors, est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur
sur cette thématique, justement. Alors, pour revenir déjà par rapport à la fiche, Hichem, moi je pense que le questionnaire, c'est important parce qu'il met de l'ordre. C'est-à-dire que moi je suis averti. Si je vais devant moi, voilà, moi je comprends très bien que les agents de vaccination demandent des renseignements afin de celui-là, c'est un patient à risque. Il a fait des antécédents d'anaphylaxie. À autre chose, donc je vais être prudent, je vais le repérer, je vais le suivre une demi-heure, je vais m'assurer que les choses se passent bien sans plus. Il ne faut pas dépasser. Ou alors, je vais peut-être constater qu'il a un risque potentiel d'une allergie au vaccin, aux substituants qui existent dans les vaccins, notamment pour nous, le PEG pour le vaccin de Pfizer. Et à ce moment-là, il faut l'orienter à un spécialiste uniquement dans ces conditions-là. Mais quand on a une allergie, comme tu l'as bien dit, confirmée à la pénicilline, voilà une petite réaction, etc., bien sûr, en dehors des précautions, il ne faut jamais recuser ces patients, il faut les faire vacciner. Alors oui, par rapport aux autres allergies… En termes de dépistage, c'est quelque chose d'important, mais en termes de stratégie, il faut aussi que les choses soient claires sur le suivi de ces patients, sur une orientation assez claire. اللي يقول له لا ما تنجمش تعمل الفاكسان انت ممنوع تفهمي شكون يقولوا له ممنوع باش تعمل الفاكسان alors que là tu vois que les choses sont assez claires. Alors, maintenant, pour la vaccination, bien sûr, quand on est allergique au venin du notaire, ça n'a rien à voir, on peut se faire vacciner, ça c'est clair. Les personnes souffrant d'urticaire, d'angioedème chronique, sont-elles susceptibles aux réactions allergiques à un vaccin Covid? Non. Cependant, les personnes atteintes de cette infection peuvent souffrir d'urticaire légère après avoir reçu l'urticaire léger, avoir reçu le vaccin. Leurs éruptions cutanées sont souvent déclenchées par des facteurs de stress. Cela doit être pris en compte avant de les déclarer allergiques au vaccin, surtout à la première prise. Et les personnes souffrant d'urticaire chronique, ils peuvent prendre leur antihistaminique le jour de la vaccination, comme ça, le matin, comme ça, ils ont moins de réactions urticariennes à la suite de la vaccination. Et comme ce ne sont pas des réactions anaphylactiques dans les antécédents, la surveillance, c'est une surveillance normale qui ne dépasse pas les 15 minutes. On n'est pas dans la population à risque de choc anaphylactique. Et le mot de la fin pour l'asthme, c'est ça, Hichem? Oui, oui. Alors, pour l'asthme, les patients qui ont de l'asthme léger, modéré, équilibré par leur traitement, doivent se faire vacciner. Nos patients asthmatiques, s'ils sont sévères, s'ils sont mal contrôlés, bien sûr, on les contrôle et tout ça, il faut qu'ils soient stables, mais on les encourage à se faire vacciner. Nos asthmatiques allergiques sévères constituent un terrain qui peut, même si on n'a pas dans les séries de Covid, etc., dans les facteurs de terrain, on ne voit pas, on voit plus les diabétiques et les obèses, mais l'asthme en tant que maladie, par rapport aux performances respiratoires, et quand on attrape, on a le Covid avec une atteinte respiratoire, l'asthmatique sévère, donc, va avoir une situation parfois difficile et nécessiter des soins et de réanimation et avoir parfois un pronostic qui peut être sombre dans cette pathologie, notamment dans les formes sévères. Donc, asthmatique, allergique, oui, pour le vaccin anti-Covid. Et plusieurs études montrent que dans la population hospitalisée en réanimation dans les formes très sévères dans le Covid, il y avait moins d'asthmatiques, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à la population du même pays. En revanche, une personne avec des comorbidités asthmatiques sévères, obèse et diabétique, est plus à risque de faire des formes graves, ça on n'arrête pas de le dire. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la population d'asthmatiques qui, on doit les encourager à se faire vacciner. Et je crois que dans les listes par rapport au site EVAX, dans les antécédents, il y a une rubrique qui est réservée aux maladies respiratoires chroniques. Et je pense que cette maladie respiratoire chronique, elle englobe la BPCO, elle englobe l'asthme et elle englobe les pathologies respiratoires telles que fibrose ou toutes les pathologies à l'origine d'insuffisance respiratoire chronique. Très bien, Bachir. Juste une question qui a été formulée par notre ami Zohair Suissi.
est-ce que l'accoutumance du vaccin est envisageable pour les patients allergiques au vaccin Covid? Oui, Euh, Est-ce que l'accoutumance oui, du vaccin Zouhaïr. Oui, est Zouhaïr. envisageable? On fait les tests et ensuite, en fonction de, tu mesures le risque. Et dans des centres spécialisés, on peut envisager une vaccination par dose fractionnée. Le tout est de savoir peser donc le pour et le contre, encore une fois. Une vaccination, c'est aussi quelques risques d'effets secondaires dans les effets ou dans les réactions allergiques, mais en tout cas, c'est une question qui est très, très importante et qui penche clairement en faveur du bénéfice de la vaccination. Maintenant, l'allergie, elle peut être là, elle doit être détectée, elle doit être dépistée. On a appris beaucoup de choses puisque ces nouveaux vaccins nous ont permis de nous rendre compte que ce PEG, ces polysorbates existent dans pas mal de médicaments. Mais je pense qu'on a essayé de faire un petit peu le tour de la question, essentiellement pour dissiper beaucoup d'angoisse, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, les premières recommandations étaient plutôt maximaliste. Il était question d'interdire cette vaccination à toute personne qui avait des antécédents d'allergie, alors que là, la chose est complètement différente. Le vaccin reste quelque chose de très, très important, aussi bien pour l'individu que pour la communauté. On sait que son importance elle est primordiale pour casser la transmission, on va dire, de ce virus et casser aussi cette pandémie. Maintenant, une réaction allergique grave doit être bien jugulée, bien prise en charge, et je pense que ça se passe plutôt bien au niveau des centres de vaccination. Encore une fois, je pense qu'il va falloir peut-être aider les gens qui s'occupent de cette stratégie en essayant d'insister sur le suivi d'une personne qui aurait de l'allergie, avec une information claire, avec une orientation claire vers un pneumo-allergologue, vers un allergologue, puisqu'il est question aussi de faire bénéficier le plus grand nombre de Tunisiens, on va dire, de cette vaccination. Alors, je suis en train de voir sur le QRS qu'il y a d'autres questions. Zohaïr insiste pour dire que le message n'est pas bien transmis aux vaccinateurs. Il y a un grand effort qui est fourni au niveau de tous les responsables de cette campagne de vaccination. Il y a même quelques petits soucis pour essayer d'être à jour sur le calendrier, sur le respect des rendez-vous, sur la disponibilité aussi des vaccins. Beaucoup de choses ont été dites sur le vaccin chinois, mais au moins, il va avoir l'avantage d'être peut-être le moins allergisant. Béchir, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Soft. Il n'y a pas il n'y a pas de question allergique, il n'y a pas eu de cas rapportés d'allergie ou d'anaphylaxie par rapport au Sinovac. Maintenant, c'est sûr qu'il protège contre les formes graves, hein, et surtout il réduit la mortalité et l'hospitalisation. Et moi, je pense que c'est le paramètre le plus important à rechercher en termes de vaccination. Moi, je pense que le paramètre le plus pertinent en termes de conséquences, c'est la réduction de la mortalité et de l'hospitalisation. Et ça, il est en mesure de faire le vaccin Sinovac. Bien sûr, quand Déjà, on voit l'immunisation et la protection d'une manière générale, elle est moindre que ce qui a été rapporté, que ce soit par Pfizer ou Sputnik. En termes d'ailleurs, d'allergie, il est bien, il est soft. sur le plan de la communication, il fallait être clair dès le départ pour Oui, dire que tous les vaccins sont efficaces. Parce que l'efficacité, c'est des objectifs qui sont bien précis. Si l'objectif principal, c'est de réduire la mortalité, éviter les formes graves, et même avec une première dose du vaccin Sputnik, j'ai eu un petit souci avec le coronavirus, mais alhamdoulilah, que les soucis ont été plutôt légers, mais ça veut dire que ça permet au moins d'éviter la gravité. Et cela est un objectif majeur pour l'ensemble des vaccins. Maintenant, il y a quelques petits détails qui font qu'on
en termes d'efficacité ou en termes de mode d'action, il y a des différences, mais ce n'est pas le plus important. En tout cas, en termes de tolérance et de réaction allergique, même avec les nouveaux vaccins, ce sont des réactions qui existent. Il suffit d'y penser, de les avoir à l'esprit. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas réellement eu de surmortalité, parce que les gens, quand ils se préparent à ce genre de réaction, ben, les choses se passent plutôt bien. Et on est surtout gagnant sur le volet bénéfice en se prémunant des effets secondaires de ces vaccins. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. En tout cas, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous, même si on l'a fait à distance. J'ai pris un énorme plaisir de collaborer avec mon ami Béchir pour vous concocter cette discussion. J'espère vous avoir aidé peut-être à voir un peu plus clairement pour essayer d'apporter les solutions essentiellement à nos patients, essentiellement à nos amis, confrères qui continuent de nous poser pas mal de questions. Et c'est aussi grâce à l'effort fourni par le laboratoire Teriac, qui je sais que dès le départ a énormément tenu à ce que cette action se passe. On aurait aimé que ça se passe autrement, de manière présentielle, mais Inch'Allah, ça sera pour un avenir très, très, très proche à l'Islam. Donc, je te repasse le mot de la fin, Bachir, avant de le passer à notre… Je remercie l'assistance, je remercie le laboratoire Steriac par rapport à l'opportunité qu'ils nous ont donnée pour discuter d'un sujet d'actualité actuellement, un sujet pour lequel on est tous les jours sollicité par nos patients, par nos collègues. Et je crois que, comme a bien dit Hichem, on a essayé donc de mettre un peu au clair ces notions, ces questions qui se répètent. Et Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera une autre thématique et en présentiel, parce que vraiment, on a besoin de se revoir, de se retrouver, même si le webinaire nous rapproche, mais rien ne vaut le présentiel. Inch'Allah, que l'épidémie Covid laisse place à une situation sanitaire mortaha et on pourra se voir, se revoir de nouveau. Inch'Allah, à bientôt. Et je cède la parole à Sana pour le mot de la fin. Ben, je vous remercie encore une fois, si Hichem ou si Béchir, pour la clarté de votre présentation, comme d'habitude. Je remercie toute l'assistance de nous donner, d'accepter cette invitation, ce webinaire. Bon courage à tous. Vraiment que Dieu vous protège contre cette bataille, contre cette pandémie.